Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une pirate qui nous veut du bien. Portrait rôle modèle de Keren Elazari. La chercheuse israélienne cultive la fibre de la cybersécurité depuis ses 14 ans. Ce sera beaucoup mieux dit par Xavier Terrade tout à l'heure. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Jeanne, avec toi, on va plonger dans la recherche, création, ou quand les artistes et les scientifiques collaborent pour relever les défis de l'université. Oui, tout à fait. L'un des défis, c'est s'adapter quand des projets art-sciences battent en brèche des disciplines qui sont habituellement séparées. Allez, on va se pencher tout à l'heure sur des initiatives hybrides qui entendent bien répondre aux défis les plus complexes de notre temps. On va répondre aussi à des défis très complexes dans notre club actu aujourd'hui. D'abord, on va parler de cette amende record pour Meta. 4e mise à l'amende pour la maison mère de Facebook en 6 mois, 1,2 milliard d'euros pour non-respect du RGPD. Ça commence à lui coûter très très cher. On verra comment la CNIL irlandaise s'est mise à la manœuvre, peut-être un peu forcée par les autres instances de régulation. En deuxième partie, on va revenir sur le AI Act. Le texte de l'Europe se précise pour pouvoir mieux encadrer l'intelligence artificielle, l'IA critiquer, l'IA réguler, mais l'IA peut-être libérée. Tout le monde veut pouvoir légiférer. Comment réguler sans tuer l'innovation? Vous avez 4 heures. Pas vraiment, ils auront 2 fois 15 minutes en l'occurrence. Merave Grieger, toujours évidemment avocate, experte, spécialiste en droit notamment du numérique pour le cabinet Bird & Bird. Stéphane Zibi, sans ses lunettes de soleil, c'est dommage, il aurait pu les garder. Mais tu es playboy certes dans la vie, mais aussi... Et oui, c'est fou, toujours patron de UnisX et évidemment spécialiste du numérique, notamment pour RCJ et pour On refait le Mac. On en parle tous les 3 dans un instant, mais d'abord, focus. Elle est tombée dans la marmite de la cybersécurité quand elle était petite. Keren Elazari est fille de militaire. Elle a elle-même passé 10 ans au sein des équipes cyber des forces de défense israéliennes. Chercheuse et friendly hacker, c'est son surnom. Elle emballe les scènes du monde entier. Xavier Terrade dresse son portrait. Welcome. I'm Keren Elazari, also known as K3R3N3. Certains la présentent comme The Friendly Hacker. La plupart des gens la connaissent sous son pseudo de hackeuse K3R3N3, mais son vrai nom est Keren Elazari. À l'âge de 14 ans, c'est en regardant le film Hackers qu'elle a eu le déclic et décidé d'en faire son métier. Dès 2000, à l'âge de 20 ans, elle a commencé à travailler avec les plus importantes entreprises de sécurité et organisations publiques. Diplômée d'un master en études de sécurité à l'université de Tel Aviv, où elle est désormais chercheuse senior au centre interdisciplinaire de cyber-recherche de Balvatnik. Cette spécialiste est connue pour avoir présenté de nombreuses conférences. En 2014, Keren Elazari a été la première femme israélienne à présenter une conférence TED, un discours dans lequel elle avait évoqué la beauté des hackers qui nous forcent à évoluer et à nous améliorer. Elle salue ceux qui travaillent pour combattre la corruption des gouvernements et défendre nos droits. Selon elle, en exposant les vulnérabilités, ils poussent Internet à devenir plus fort et plus sain. Un discours qui a traversé les frontières puisqu'il a été traduit dans une trentaine de langues et sélectionné parmi les idées les plus puissantes pour les entrepreneurs. Ses recherches sur la cybersécurité ont été citées par les publications les plus prestigieuses. Et voilà pour notre rôle modèle de la semaine. Ce sont mes rôles modèles. Ça tombe bien, ils vont pouvoir commenter l'actu avec nous. Mais t'as mis à l'amende pour la 4e fois en 6 mois. On en parle avec Merave Grieger et avec Stéphane Zibi et Jeanne Dreyfus, bien sûr. Messieurs, dames, si je vous dis 1,2 milliard d'euros, vous me dites amende record, Stéphane? Oui, c'est la plus grosse. Eh bien, record pour non-respect du RGPD qui commence à coûter très très cher à Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Pour la 4e fois en 6 mois, le groupe américain est mis à l'amende. C'est la CNIL irlandaise qui est à la manœuvre cette fois-ci. Voici ce que dit la DPC, cette fameuse commission irlandaise pour la protection des données. C'est qu'en effet, il y a eu non-respect de la part de Meta sur la propriété des données et le transfert de ces données d'utilisateurs européens entre l'Europe et les États-Unis.
C'est une affaire un peu technique, on ne va pas se mentir, Stéphane, une affaire de serveur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nos données ont été transférées depuis 2020, des données des utilisateurs européens de Facebook, je vais préciser, parce que ça ne concerne pas WhatsApp et Instagram, il y aura sûrement des choses qui vont concerner ces applications à un moment ou à un autre, ça c'est certain, ont été transférées depuis donc nos téléphones, nos ordinateurs, enfin tous les écrans qui nous permettent de se connecter sur Facebook, vers les États-Unis, comme c'est interdit aujourd'hui de le faire, mais c'est vrai qu'il y avait un petit flou juridique. Et là, je laisserai notre chère avocate spécialisée dans le domaine l'évoquer, mais c'est vrai que ils savaient pertinemment qu'ils étaient en faute, ils le faisaient, mais surtout, comme ils sont moins regardants aux États-Unis sur l'exploitation des données, ils l'ont fait à loisir. Bon, là, ce qui est juste dérangeant, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est ils l'ont fait, ils ont profité qu'il y ait un flou juridique probable et que d'autres le faisaient également. Ils se barricadent derrière ça. Néanmoins, c'était totalement illégal, ils le faisaient et ils pensaient qu'ils n'allaient jamais être sanctionnés. Là, ils ont été sanctionnés de façon très importante. Cette somme, elle est symbolique, elle est forte et c'est peut-être pour marquer aussi le coup et un véritable tournant aussi, dit voilà, on ne peut plus rigoler maintenant. Ça fait 5 ans, demain, je crois, que le RGPD a été mis en... Absolument. Voilà. Mais tu lis dans mes pensées, parce que j'allais justement souhaiter un très joyeux anniversaire au RGPD, grâce, évidemment, à toi, mais aussi grâce à Merab. C'est ce que nous disait, en l'occurrence, Stéphane. Pour l'instant, Facebook était passé entre les mailles du filet parce que flou juridique entre une partie de l'application du RGPD, une partie de l'application du Cloud Act. Concrètement, on se dit que le droit numérique, c'est un droit dans lequel on peut réussir à avoir moyen de moyenner, on peut s'adapter, on peut passer entre les mailles du filet. Tout. Tout ce que vous venez de dire, Marjorie, est vrai. C'est un véritable paradoxe, l'univers du numérique. On s'acharne à le réguler avec des règles qui ne sont pas applicables à 100%. Donc, ce n'est pas évident aussi pour les organismes, les plateformes, d'appliquer des règles floues. Tu as parlé, Stéphane, d'une réglementation floue. C'est bien pour ça qu'on a du mal à la saisir et à l'appliquer de manière parfaite. C'est très difficile dans le secteur de l'innovation d'anticiper et d'avoir une réglementation qui est stable et qui permet de couvrir toutes les évolutions à venir. Donc là, en termes de protection des données personnelles, on a déjà un cadre imparfait avec lequel il faut composer et qui constitue une source de cristallisation, un véritable bras de fer entre les autorités de régulation et les plateformes. Mais ça, c'est ce qu'on voit au premier plan. Parce qu'au second plan, c'est quand même une cyberguerre entre l'Europe et les États-Unis. Absolument. Mais concrètement, donc là, tu nous dis bien, Merab, que transférer des données d'utilisateurs européens vers des serveurs américains, non, ce n'est plus permis parce que le RGPD est en application. Non. Ah, on pourrait interpréter. Le principe, c'est... Alors, on a textuellement un principe d'interdiction avec tellement d'exceptions qui ont la même valeur que le principe d'interdiction. Si vous remplissez les conditions de l'exception, vous pouvez transférer les données vers les États-Unis. Et on le dit, les États-Unis ou la Chine ou la Russie, qui est le plus dangereux, je ne sais pas. Mais tout le monde utilise les exceptions et remplit les critères de l'exception. Et quand on regarde à la loupe ces exceptions, on réalise que là encore, c'est flou. Ce qu'a fait Facebook, comme tous les autres acteurs, c'est utiliser ce qu'on appelle les clauses types de l'Union européenne. Ça veut dire que c'est la Commission européenne qui a défini les clauses, le cadre contractuel pour permettre les transferts. Donc tout le monde les respecte, sauf qu'il demande aussi des mesures complémentaires, des garanties. Et là, on vous laisse vous débrouiller tout seul et on sanctionne si ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qui serait suffisant alors ? C'est justement toute la question que j'ai envie de te retourner, Stéphane. Je t'aime, mais vraiment victime désignée volontaire. Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand tout le monde s'est précipité pour appliquer le RGPD et tous les sites ont été modifiés. Aujourd'hui, on accepte sans savoir ce qu'il y a derrière les cookies, etc. Même si en 2024, ceux-ci disparaîtront, les cookies tiers en tout cas. Mais il y a eu une forme de... Tout le monde a réfléchi à marche forcée quand même. Il y a eu tous les sites, en particulier Facebook, ont travaillé à marche forcée pour pouvoir se conformer un peu au RGPD. Là maintenant, on rentre sur les sanctions financières. On disait au début, tiens, ils vont jamais le faire. Là, ils le font. Alors, j'ai entendu Merab, et elle a raison. C'est vrai que on peut sûrement contourner tout type de règlement. Il peut y avoir plein d'exceptions. Néanmoins, quand on part du principe nous, Européens, on veut avoir nos données qui sont situées
en Europe, ou pour pas dire même dans le pays où on est, c'est sûr que ça doit être un véritable casse-tête pour toutes ces plateformes, mais peut-être que ce sera leur l'unique façon de pouvoir continuer. Néanmoins, il me semble qu'il y a un accord en ce moment entre les États-Unis et l'UE et l'Union européenne pour pouvoir justement réguler ces flux de données. Et que c'est vrai qu'il y aura sûrement des exceptions. C'est vrai que Facebook refuse plus ou moins de pouvoir faire ce que l'Union européenne fait. Je pense que ça va être un sacré bordel. En tout cas, je peux juste dire une chose, c'est que le 1,2 milliard d'euros, je pense que Facebook ne les paiera pas. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'en effet, Nick Clegg, qui est évidemment l'ancien vice-premier ministre britannique, mais surtout le patron depuis de très nombreuses années des affaires publiques de Meta, a jugé la sanction de la DPC irlandaise injustifiée, inutile. Il fait appel. Est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Oui, visiblement, mais Raph, tu nous dis sur la base du fait qu'il pouvait y avoir une libre interprétation de ce transfert de données. Je pense qu'il y a matière à discuter et qu'il faut mettre aussi l'Union européenne face à ses responsabilités. Se contenter de dire « faites, on vous dira si c'est bon » et puis c'est jamais bon, il faut être aussi force de proposition. Je pense qu'il est temps de définir une réglementation qui prévoirait le cadre de la protection des données personnelles par défaut, de telle sorte qu'on n'ait pas à consentir sans lire, parce que ça nous enquiquine tous. Et le consentement fait partie des parades qu'a tenté d'exploiter visiblement la plateforme. Mais nous, si on consent, on ne sait pas à quoi on consent. C'est jamais véritablement clair. Je pense qu'il est temps d'avoir une réglementation qui est protectrice par défaut, mais avec des objectifs clairs. Mais je croyais justement que le RGPD avait ceci d'intéressant, qu'il avait une mission de pédagogie, une mission d'éducation, à comprendre à quoi servait l'exploitation de nos données personnelles et donc à la prévenir. Je pense que j'ai rien compris du coup. Une des vertus du RGPD, ça a été, je pense, qu'il y a un véritable lien de désabonnement sur les newsletters. Je pense que ça, c'est au moins... Avant, il n'y en avait pas. Là, moi, je pense que ça, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, parce qu'au moins, on a ça. Je crois que c'est un des trucs, ça, au moins, ça a marché. Parce que s'il n'y avait pas, les mecs, ils ne pouvaient pas exploiter. Il y a aussi d'autres choses, d'autres gens qui ont des soins un petit peu plus loin, et heureusement d'ailleurs. Mais je pense qu'on est encore au début de quelque chose qui peut se transformer en maison kafkaïenne, un peu, qui va probablement nous perdre, nous, utilisateurs. Et comme l'a dit Merav, c'est sûr qu'il faudra quand même qu'on ait quelque chose de plus simple, sinon ça sera vraiment impossible. Pour les plateformes et pour nous les utilisateurs, à la fin, comme a dit Meta, ils ont dit si ça continue comme ça, si on ne peut pas utiliser les SCC, on se barre de l'Europe, quoi. Donc j'imagine mal. Nous sans WhatsApp. Oui, mais je vois pas non plus. Je vois mal en l'occurrence Meta arrêter cette activité en Europe. Ça me semble un petit peu. Oui, mais bon, ils l'ont dit quand même. Ils l'ont dit. Ils avaient déjà. C'est une menace, ça s'appelle des affaires publiques, Stéphane Zévi. Tu n'es pas. Non, mais il faut prendre mes rafles. C'est quand même au fait de ce qui peut se passer dans un rapport de force, justement, entre législateurs, régulateurs et plateformes, où chacun va montrer des muscles pour pouvoir essayer de négocier. Excuse-moi, mais tu sais très bien que Facebook n'en a rien à faire de tout ça. Des consommateurs européens? Non, l'Europe. Et des trucs. Je crois pas en matière de déjà en termes de contenu, si on regarde en contenu éditorial, l'Europe apporte des l'Union européenne, très intéressants. Les institutions en fait. Alors là, tu veux dire que Mark Zuckerberg en a rien à faire de Thierry Breton? C'est ça ce que tu veux dire? Oui, je l'affirme. Ok. Je l'affirme ici. Non, je pense. Thierry Breton, qui est le commissaire évidemment européen au marché intérieur. Invite-le. Mark Zuckerberg ou Thierry Breton? Les deux. Non, on sera et invite-nous. On sera derrière si tu veux. Manger du popcorn en même temps. Voilà, ils vont s'envoyer des trucs sur la tête. J'ai une image mentale d'un coup d'un seul qui est absolument formidable. Tout dépend de la pause. Il y a un jeu de dupes qui continue à se jouer, Merav, entre justement les big tech et les institutions européennes, les instances de régulation. On en est encore là en 2023. C'était assez passionnant, là, ce qui s'est passé. Avec l'Irlande, l'autorité de protection des données irlandaise qui résistait et qui était assez laxiste, qui s'est fait taper sur les doigts à plusieurs reprises et qui, là, contrainte et forcée, sanctionne son protégé. À juste titre ou non. On voit la force de l'Europe, de la coopération européenne. Alors, on critique souvent l'Union européenne. Là, on peut dire qu'en matière de protection des données personnelles, ils ont montré leur efficacité. Le bras de fer est lancé. Il faut savoir quand même que sur le sujet, on a aussi la France Cocorico qui est assez éclaireur et leader, au moins intellectuellement, sur ces sujets-là. Et on constate que les États-Unis se plient. Là, il y a un executive order US qui va sortir. Mais vous verrez, on va trouver des arrangements parce qu'on trouve toujours des arrangements, notamment donc on économiques. peut encore utiliser Facebook et... Mais oui.
Je vous signe le prochain épisode. Continue à poster des petites photos sur Facebook, ça va te faire plaisir. Ouais, c'est grave. C'est ça ma vie en fait. C'est intéressant, Merav, que tu rappelais le fait que cette fameuse DPC, ce comité irlandais pour la protection des données, a dû, elle aussi, se faire attraper par la patrouille, se faire taper sur les doigts par l'ensemble des CNIL européennes, dont la CNIL française, en disant « Attendez, il y a un moment où il ne va pas falloir continuer à éluder la réalité ». Facebook, en l'occurrence, sur ce sujet du transfert de données, contrevient au RGPD. C'est donc à vous de sévir, puisqu'on rappelle que les headquarters des Big Tech en Europe sont hébergés à Dublin, en Irlande, et que l'Irlande a donc toujours une position un peu ambivalente vis-à-vis de ces plateformes, Stéphane. Bien sûr, parce que déjà, il y a des intérêts fiscaux d'être là-bas. Bon, c'est sûr que s'il y avait tous les pays étaient à égalité de ce côté-là, c'est sûr qu'ils ne se prendraient peut-être pas la tête d'aller à Dublin plutôt qu'à Paris ou à Londres. Même Londres, de toute façon, on n'en parle plus maintenant. Mais c'est vrai que ça concentre un peu les intérêts, ce pays-là. Et c'est vrai qu'il y aurait aussi à se mettre d'accord déjà, nous, entre pays européens. Mais les plateformes, quand ce ne sera pas l'Irlande, ça sera peut-être les Pays-Bas. Je crois qu'aussi les Pays-Bas, c'est aussi intéressant d'être là-bas. Donc, ou au Luxembourg. Donc, on trouvera, de toute façon, il n'y aura jamais... Donc, on a beaucoup Fiscalement, pour les Fiscalement, non, mais c'est l'intérêt. C'est pour ça qu'ils vont. Mais ils ont une autorité de régulation qui est de plus en plus forte. Les Pays-Bas, déjà bien fortes, et le Luxembourg qui s'endurcit, là. Ouais, donc, ils sont cernés. Hein. Bien sûr, tu penses... Non, mais je pense que tu as raison. J'ai un peu exagéré, je voulais dire. Mais je pense, parce que j'ai un souvenir en 2010 où il y avait eu un problème avec un événement qui avait été créé sur Facebook à Nantes et il y avait eu un décès. Et il y avait une double lettre qui a été faite par la ministre du numérique à l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, et après je ne sais plus si c'était Brice Hortefeux, il me semble, parce que j'étais parti à l'intérieur pour justement faire la lettre, etc. On a envoyé une lettre, il y a eu des trucs, etc. Donnez-nous ceux qui ont... Ils n'ont jamais répondu. Alors on était en 2010 et ils étaient comme ça, Facebook. Oui, mais à l'époque, les lois étaient très peu contraignantes. Je sais bien, justement, mais là, même si on a la loi... Alors, moi, Gina, je parle de l'amende en elle-même. L'amende, je crois qu'on n'était pas d'accord, d'ailleurs, en Europe, sur le montant de celle-ci. Pour les 1,2 milliard, là, administré à Facebook par la... Il y en a qui voulaient faire un truc comme ça, l'autre qui faisait comme ça, ils n'étaient pas d'accord. Parce que comment on fixe... alors, c'est une très... Justement, le RGPD prévoit, en effet, que 10% du chiffre d'affaires émis dans le pays dans lequel la plateforme est contrevenue est appliquée en matière d'amende. C'est comme ça qu'on calcule justement... Alors plusieurs éléments sont pris en compte pour définir l'assiette de l'amende. C'est aussi 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Mondial, c'est pour ça que... Pourquoi pas le 4%? Oui, pourquoi pas. Justement, vous avez les réponses. Il faut demander. C'est dommage. Voilà, vous étiez venu sur ce plateau. Je pense que c'est pas non plus une bonne idée d'être aussi rigide et de déclarer la guerre. On reste sur un petit bras de fer plutôt sympa, intéressant, instructif. On n'est pas sur une déclaration de guerre non plus. Et puis le fait que Facebook fait de la résistance depuis un moment. Et le simple fait que Meta, en tout cas, ne se plie pas aux exigences des autorités de régulation sur ce sujet des transferts de données en Union européenne, où on lui demande d'être exemplaire, je pense que c'est ce qui lui coûte le plus cher aujourd'hui. Bon, en résumé, tremble Meta ou pas? Même pas peur. Même pas peur. Ok, on est vraiment ravis d'avoir mené ce débat avec vous en première partie du Club Actu. On va continuer justement à commenter l'actu ensemble avec Jeanne, avec Stéphane et avec Merav dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très bien informé Édouard Degnaud.
êtes bien de retour sur le plateau de l'école du futur. Il et elle ont gardé leur position. Stéphane Zibi, Meraf Grieger et Jeanne Dreyfus. Ça tombe bien, on va continuer à commenter l'actu avec vous, messieurs, dames. Mais d'abord, Jeanne a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va croiser les disciplines et les savoirs. On va croiser l'art et la science, les technologies et l'art contemporain. On est en pleine hybridité et ça tombe bien. Absolument, on a un programme chargé aujourd'hui avec une question. Eh bien, comment dépasser les silos du savoir qui organisent largement les universités et la recherche? Mais d'abord, petit retour en arrière. L'événement qui m'a donné envie de me pencher sur cette question de l'art et de la science, eh bien, ça s'appelle l'ISEA. C'est un symposium où je suis allée la semaine dernière, pardon. ISEA pour International Symposium for Electronic Arts, c'est l'événement de l'année où croiser tous les experts du monde entier sur l'art et la tech. Un pays cette année est à l'honneur, le Canada, notamment à travers des événements artistiques comme le spectacle intitulé Inferno, qui a eu lieu au Cube de Garges, dont je vous montre un petit extrait. C'est du pogo avec des exosquelettes. Exactement. Impressionnant. Ça déboîte totalement. C'est très impressionnant. Ouais. Les participants en fait sont guidés par les exosquelettes. Parfois, ils peuvent faire leurs gestes eux-mêmes. Ça s'est donc passé au Cube de Garges-les-Gonesse, qui a été inauguré en janvier de cette année, qui mêle innovation culturelle et technologie. Et donc, ça mêlait donc ici la performance, ça mêlait la robotique, ça mêlait la chorégraphie. Et donc, c'est pas un hasard si ce spectacle est signé 100% Made in Québec. Waouh! Est-ce que tu as des données pour nous expliquer pourquoi le Canada, justement, et le Québec ont une telle place dans l'art technologique? Eh bien, en fait, ça fait une trentaine d'années que le Canada explore ces interstices entre exploration scientifique et recherche artistique. Et on le sait, le Canada, c'est une place centrale pour le jeu vidéo, par exemple, mais aussi pour le spectacle vivant qui fait appel à des technologies pour les mises en scène. Et ces recherches-là, elles sont relayées par l'université. Je suis allée en fin de séminaire à l'ISEA rencontrer un homme formidable qui s'appelle David Saintonge. David Saintonge, il est directeur d'un laboratoire de robotique à Montréal, à l'école de technologie supérieure. Et je l'ai interrogé, en fait, sur ce que chacun des artistes et des scientifiques avait à gagner dans ces collaborations. On a avantage à faciliter le plus possible la collaboration entre les arts et les sciences ou le génie, simplement pour ouvrir les perspectives des deux côtés, puis permettre une communication, puis une espèce de vue holistique du monde qui nous permet de mieux comprendre l'impact de ce qu'on fait comme ingénieur et qui permet aux artistes de contribuer à l'avancement de ces nouvelles technologies-là. Et vous allez voir, en fait, rien que l'évolution des projets, elle est folle. Comme, par exemple, celui fait en collaboration entre David Saintonge et l'artiste Nicolas Rive. En fait, ils ont travaillé ensemble à des structures mécatroniques intelligentes. En fait, ce sont des exosquelettes plus légers que l'air qui sont amenés, en fait, à réagir à différentes commandes, qui sont amenés à s'élever, qui sont amenés à tourner, à accueillir des projections. Une fois ces structures faites, en fait, l'artiste a voulu conduire ces aérostabiles dans, en fait, la grotte aménagée la plus grande d'Europe, à savoir la grotte de la Verna, justement pour que les ballons, en fait, explorent des zones non visitées de la grotte de la Verna et en rapportent des images. Et c'est là que ça devient génial. En fait, ce projet-là, ça a donné l'idée à David Saintonge d'aller plus loin. Et ce qu'il va en fait avoir développé, ce sont ce qu'il a appelé des scrutigères. En fait, ces scrutigères, c'est entre un drone et un dirigeable. Ce sont des objets qui sont plus légers que l'air et qui vont servir à l'exploration des grottes, comme l'aérostabile le faisait, mais en fait, cette fois-ci, sur le territoire lunaire ou sur le territoire martien. Et en fait, lui, il a eu des subsides de l'industrie aérospatiale pour développer ces technologies qui vont donc un jour peut-être être amenées à découvrir ces planètes extraterrestres. Moi, je trouve ça génial, mais j'ai l'impression que Stéphane Zibi a très peur des scrutigères. Non, je trouvais que ça ressemblait à un scarabée ou une... Tu doutes des scrutigères, à la base, c'est un insecte, donc avec cet exosquelette articulé, en fait. Voilà. Tout à fait. C'est QFD. Merci Jeanne Dreyfus.
Il y a de la sérendipité, il y a de l'enrichissement des disciplines. On le voit avec toi et notamment avec tout le travail de David Saintonge. Le Canada est donc pionnier dans ces arts numériques et surtout ces technologies mutantes. Qu'est-ce qu'il en est de la France ? Eh ben, du côté de la France, on est un peu plus en retard, mais quand même, il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de naître. Rien que dans le milieu de la recherche et de l'université, on le voit, il y a pas mal de structures qui sont rattachées aux universités. Certaines sont basées sur le modèle des labs, du MIT Lab, par exemple. D'autres développent ce qu'on appelle en fait la recherche-création. C'est un cursus généralement de doctorat qui permet de développer en fait justement des recherches artistiques qui font appel à aussi de la recherche scientifique et un temps qui est consacré à ces recherches. Je dis beaucoup recherche, je suis désolée. Bref, une école est parce que c'est de la recherche. Parce que c'est de la recherche, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, une école est particulièrement active dans ce dialogue entre les arts et les sciences. C'est l'ENSI, l'ENSI pour École nationale supérieure de la création industrielle. Et eux, ils sont très forts dans le travail artistique associé à des technologies plus bio-inspirées. Et en fait, un de ses anciens élèves, il s'appelle Samuel Touatis, eh bien, il est designer. Il a mené une recherche au long cours sur la sargasse. Qu'est-ce que c'est la sargasse ? C'est une algue noire qui prolifère en fait avec le changement et le réchauffement climatique. Donc génial. Une algue. Et en fait, rien qu'en Bretagne, par exemple, il y en a 40 000 tonnes qui sont récoltées chaque année, mais seulement 2% qui sont valorisées. Et donc lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est faire une tactique un peu win-win. Il veut faire en sorte que cette algue devienne une alternative au plastique. Et donc, il va créer, on voit, depuis la vaisselle jusqu'au mobilier, en passant par des objets divers. Scrutigère et sargasse en action. Donc, pour le vocabulaire. Complètement. Là aussi, c'est intéressant parce que ce que tu es en train d'amener comme piste, c'est le fait qu'en effet, toutes ces mutations entre l'art, les technologies et le numérique peuvent donner lieu aussi à de l'industrie. Est-ce que ces artistes vont déposer des brevets industriels ? Alors, dans le domaine de la recherche-création, on est sur des temps longs. Près de la moitié des projets soit restent à l'état de la recherche, soit n'aboutissent pas parce que c'est complexe et ça demande pas mal de ressources. Néanmoins, il y en a en effet, il y a des cas où des associations artistes scientifiques ou artistes ingénieurs sont fructueux et donnent lieu à des technologies brevetées. Oh là là, dis donc, c'est beau. Et on a parlé de robotique tout à l'heure, on a parlé de solutions bio-inspirées. Moi, je finirai avec le domaine de la mode parce qu'une artiste que j'aime beaucoup a participé au doctorat sacre de l'université PSL pour Paris Sciences et Lettres. Son nom, c'est Jeanne Visserial et elle, c'est une artiste textile. Elle fait des recherches hyper extensives sur la façon de concevoir des vêtements qui ont une allure majestueuse de SF. Elle a breveté une tricotisseuse avec lequel elle a voulu en fait automatiser le sur-mesure haute couture. En fait, sa tricotisseuse s'appelle ainsi parce qu'elle travaille à partir d'un seul fil, comme avec le tricot, mais aussi parfois avec des croisements de fils, comme avec le tissage. Et en fait, elle a breveté cet appareil pour lequel presque 10 ans de recherche ont été nécessaires. Et donc, mais en même temps, si ça permet de créer donc des habits haute couture sur mesure avec une économie de temps énorme et aussi le tout sans aucun déchet de tissu non utilisé, parce que c'est qu'avec un fil, eh bien j'ai envie de dire vive la recherche-création. Vive Jeanne Française, j'ajouterais. Française, madame. Elle se distingue parfaitement bien. Vive la recherche et la création française et canadienne aussi. Messieurs, dames, vive Jeanne Dreyfus. Merci. Ça a été un slalom absolument incroyable entre tous ces nouveaux mots qui viennent enrichir notre vocabulaire. Mais surtout, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Mais surtout, cet enrichissement constant entre l'art et les sciences. Tu mettrais tes élèves ingénieurs là-dessus, Stéphane ? C'est intéressant, je trouve. Parce qu'il y en a surtout qui, au lieu d'aller toujours sur les mêmes types de projets, là, on aurait on aime tous l'art, de toute façon. Ceux qui n'aiment pas l'art, je me poserai des questions d'ailleurs. Mais... Non, mais il y a des questions existentielles comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'art, c'est en gros la seule preuve qu'on a d'être passé sur Terre. Parce que, c'est beau ce que vous dites là. Moi, pour le directeur d'établissement, justement, David Saintonge, il a créé ce qu'il appelle les PFEA, c'est-à-dire projet de fin d'études art, c'est-à-dire qu'il va mettre tous ses étudiants en robotique pour leur projet de leur cursus professionnel, à la fin de leur projet professionnalisant, il va les mettre avec un artiste qui va proposer quelque chose et développer une recherche. Donc ils ne vont pas développer juste des logiciels pour analyser les datas de Facebook, par exemple. Non, ils vont varier les plaisirs. C'est bien. On va continuer à parler d'art, d'état de l'art, même de l'intelligence artificielle et de sa régulation. Figurez-vous que le texte européen se précise, on en parle, c'est la deuxième partie du Club Actu.
L'IA critiquée, l'IA régulée, mais peut-être l'IA libérée. L'Europe, le G7, la Chine et même Sam Altman, le patron d'OpenAI, cette semaine en visite en goguette à Paris, appellent à encadrer l'intelligence artificielle. Mais comment réguler sans tuer l'innovation? On n'a pas tout à fait 4 heures, les amis, on a 15 minutes pour pouvoir le faire, mais il va quand même falloir en parler. C'est le feuilleton de cette saison, l'IA face à la régulation. La première, justement, pièce de régulation, elle est affinée depuis des semaines par la Commission européenne, par le Parlement européen. Elle entre dans sa phase finale. Elle devrait être adoptée mi-juin. L'AI Act, c'est son petit nom. Qu'est-ce que nous dit le texte européen précisément, Mérave? On s'oriente vers une régulation qui veut une IA éthique et responsable. Donc plusieurs obligations à la charge de ceux qui agissent, les acteurs de l'intelligence artificielle. Plus de transparence également exigée, d'anticipation sur les risques, c'est-à-dire que les effets qu'on n'avait pas prévus et qui n'étaient pas l'objet initial du développement de l'intelligence artificielle doivent être anticipés, contrôlés, maîtrisés et limités. Et puis un régime de responsabilité qui est assez fort, où toute personne, tout individu qui s'estimerait victime avec un préjudice n'aurait pas à démontrer la faute de l'IA. Et il appartiendrait aux acteurs de l'intelligence artificielle de se justifier et de prouver qu'ils ne sont pas responsables. Ce qui va être assez compliqué, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je me mets dans le cas de figure, aujourd'hui, des IA génératives et de ChatGPT. Je considère qu'une image composée par Midjourney contrevient à mon droit à l'image. Je peux du coup me référer au futur texte européen pour pouvoir porter plainte contre l'entreprise qui édite Midjourney? C'est l'idée. C'est l'idée. Encore faut-il qu'il y ait bien eu un manquement qui soit établi, et peut-être que Midjourney aurait les éléments, puisqu'ils mettent en place quand même un certain nombre de garanties et de mesures pour éviter et pour montrer qu'ils ont mis tout en œuvre pour limiter ce type d'incident. Et l'utilisateur devra aussi se justifier pour prouver qu'il n'a pas commis d'erreur de son côté. Et c'est souvent là la première source de préjudice, c'est soi-même. Comment on utilise l'intelligence artificielle. Absolument, ça va peut-être apporter de l'eau moulin, Jeanne, de ces artistes dont tu nous parles très souvent, qui sont en train d'essayer de composer avec ou sans les intelligences artificielles génératives et qui commencent à aller voir leurs avocats pour comprendre comment réagir face justement à une image qui pourrait contrevenir à leurs œuvres. Oui, il y a plusieurs procès qui sont actuellement en cours. Et en effet, il y a tout un tas de législations qui sont en train de se mettre en place pour mettre des espèces de petits éléments sur les images pour attester qu'il s'agit d'une image créée par intelligence artificielle. Et il y a aussi une technologie qui s'appelle l'opt-out, c'est-à-dire que les artistes peuvent exiger via une application d'enlever leurs œuvres de l'entraînement des machines d'IA générative. Donc tout ça se met en place assez rapidement, mais en tout cas il y a déjà quelques préjudices qui sont en train de se faire porter devant notamment la justice californienne. Et ça c'est très intéressant parce qu'en effet enlever des données pour alimenter ces intelligences artificielles, ça permet a priori d'être certain de ne pas retrouver ses propres datas complètement emballées dans cette grande machinerie. C'est un des 3 piliers de régulation de l'intelligence artificielle à venir en Europe. Il y a énormément de textes qui vont venir donc se renforcer. Margrethe Vestager, qui est la vice-présidente évidemment de la Commission européenne, dame de fer face aux GAFA, c'est son surnom, elle dit qu'elle veut aller vite en la matière. On est en train de confondre d'ailleurs tout court, vitesse et précipitation, Stéphane. C'est sûr, mais de toute façon, il faut un premier texte. Déjà, c'est indispensable. Après, comme l'intelligence artificielle, ce texte s'améliorera avec le temps, avec les usages, parce que de fait, les moteurs vont être de plus en plus puissants et donc devront rentrer dans notre quotidien. En septembre, on aura GPT-5 en théorie qui deviendra le véritable assistant universel parce qu'il y aura un nombre de paramètres quasiment qui frôle l'infini. Donc c'est sûr qu'on pourra poser toutes les questions que l'on veut. Donc c'est sûr que ça va rentrer dans le quotidien, mais il faut un premier texte. Ce texte-là devra être amélioré et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que... c'est que au moins, régulièrement, que ce texte puisse être plus qu'amélioré, mais en gros qu'il puisse suivre aussi les mouvements. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit sur Midjourney, en faisant pour la chronique sur RCJ ce matin, on a parlé des 1,2 milliard, et j'ai pris
C'est sympa, on a les mêmes sujets. C'est par hasard, c'est l'actu, c'est comme ça. Si je te donne celui de la semaine prochaine. Allez, si tu veux. Je sais plus. T'as déjà prévu la semaine prochaine. Ouais, l'ICIM pour pas plus payer cher. Je vais réguler Stéphane Zivi parce que du coup, donc j'ai pris. Déjà de prendre. J'ai écrit sur mes journées. D'écrire sa position. Non, j'ai écrit. Ouais. C'est beau, bravo. Bravo. J'ai écrit Mark Zuckerberg sous anxiolytique et ils m'ont viré en fait. Quand j'ai dit Mark Zuckerberg grimace face à l'Union européenne. Là, c'est passé. Mais donc, en gros, anxiolytique, c'était pas passé. Donc, en gros, ils ont quand même des garde-fous quand il y a des mots. Là, anxiolytique, c'était pas un truc. C'était pas héroïne, quoi. Voilà, ça aurait été. J'aurais pu éventuellement comprendre. Mais là. Et là, je blacklister les médicaments. Donc il y a certains mots, et c'est ça qui était dingue. Donc c'est intéressant. Donc il y a déjà une autorégulation qui est faite de la part des actes. Et je trouve ça intéressant. Et c'est même ça qui donne envie d'utiliser ces outils-là derrière. Et c'est ça, quand même, la régulation, elle doit venir de l'Europe, mais elle doit venir surtout de la part des outils. Pour qu'au moins ils montrent qu'ils ont pris conscience de leur danger potentiel. Alors, Sam Altman lui-même, il sait qu'il a un peu. Voilà, vous ne croyez pas si bien dire tous les deux, puisque justement Sam Altman, qui est cette semaine même à Paris, tient donc pour mener un rang de conversation. Le patron d'OpenAI donc a appelé il y a quelques jours devant le Congrès américain à une régulation de son propre outil et qui vienne de la législation américaine. Il a l'air un peu anxieux comme ça, Sam Altman. Oui. Mais c'est une proposition qui passe si désintéressée que ça. Non, quand Sam Altman dit « Régulez-nous, s'il vous plaît, monsieur l'agent ». Je pense qu'il a lui-même peur de son outil, parce qu'il peut le dépasser. C'est ça le problème d'une intelligence artificielle, c'est quand un jour GPT-4 pour en sortir un langage que nous-mêmes les hommes ne comprenons pas et qui vont peut-être se créer des trucs entre eux pour créer d'autres intelligences. C'est fini. Il faudra débrancher les appareils et mettre les disques durs dans tous les serveurs dans une benne et les oublier. Mais c'est lui-même, je pense qu'il en a un peu peur. On peut créer des monstres. Je ne pense pas qu'il soit en position de peur. Je pense qu'il est plutôt en position de gagner la confiance, de rassurer. Il a déjà gagné. Et de montrer. Voilà, mais il continue, il s'inscrit dans cette il a déjà gagné, communication. Je suis plutôt du côté de Merab, parce qu'il n'est pas en train de jouer en matière de jeu d'échecs de la régulation le coup d'après en disant. Si on conçoit la régulation ensemble, au moins je peux adapter mes produits aussi. C'est une vraie situation de négociation et d'influence. C'est-à-dire, qui parlera le premier ? Dites-moi. Dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. Et eux disent, dites-nous ce que vous faites et on va vous dire si c'est bien. Oui, de toute façon là ils ont gagné déjà une bataille, déjà au moins un début de quelque chose par rapport à Google, parce que leur langage est exploité partout. Et ça c'est quelque chose quand même d'énorme. Et donc c'est des paramètres supplémentaires qu'ils vont avoir, parce que ça va alimenter leur propre nombre de paramètres. En tout cas moi ce que je dis dans cette histoire là, c'est que il fait son petit tour. Là, je crois qu'il est à Station F demain vendredi, c'est ça ? Mais je trouve que c'est un super buzz. Il fait demain vendredi. Et donc, en gros, je pense qu'il fait aussi son travail de RP, qui me rappelle celui de Zuckerberg en 2007-2008, quand il avait fait le Grand Journal. Voilà, il fait son travail. Et donc, là, il fait les choses parfaitement. Et de toute façon, c'est lui la future star de notre milieu. Sauf que ça ne vous aura pas échappé. L'IA n'a pas de passeport, pas de frontières. Non. Donc, le G7 a appelé ce week-end, lors de sa réunion d'Hiroshima, à une déclaration commune et un début de réflexion sur une régulation mondiale de l'intelligence artificielle. L'Allemagne, le Canada, la France, les États-Unis, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Union européenne signataires de cette déclaration d'intention. Est-ce qu'on peut vraiment, pour une fois, et ce serait une première, en matière de numérique en tout cas, avoir une régulation mondiale ? Merab. En tout cas, il y a une intention et une volonté, je pense, qui amènera à des discussions. C'est nécessaire, c'est comme en science, mais dans tout ce qui était, par exemple, bioéthique, on peut cloner l'homme. Est-ce qu'on le fait ? On ne le fait pas encore. Et là, on s'est tous mis d'accord pour ne pas le faire. Donc là, encore, je pense que pour le moment, oui, mais ça tient. C'est rassurant, c'était extrêmement rassurant. Ça tient. Il faut que les forces du bien définissent ainsi une IA éthique et responsable. Alors on s'oriente vers ça. Est-ce qu'on va réussir ? Je ne pense pas, mais dès lors qu'on sera dans les efforts, on sera sur le bon chemin. Non.
Oui, non, mais comme je l'ai dit, pour moi, je pense qu'on est au balbutiement de quelque chose. Et je me souviens que, d'ailleurs, sur ce plateau-là, une avocate de chez Bird & Bird avait dit les autres produits, etc., nous, en Europe, on régule. Bon, bah voilà, au moins, s'il n'y a pas que les Européens qui régulent. Elle est bien, cette avocate. Elle est bien, j'aime bien. Je ne sais pas à qui vous faites référence. Elle est sympa. Non, mais c'est vrai, ce serait bien que, pour une fois, que ce ne soit pas que l'Europe qui régule, parce que là, c'est sûr que c'est un méga problème, et tout le monde en a conscience. Et il me semble que tout le monde en a un peu peur, tout simplement. Et donc, comme on en a un peu peur de la chose... On a raison. Même il a dit cette phrase, alors peut-être il a dit c'est pour la com, il dit moi j'en ai parfois un peu peur de mon outil Sam Altman. Moi, je pense sincèrement que il peut avoir une forme de sincérité. Alors après, je sais pas, je le connais pas, j'ai jamais entendu parler. Je le vois là. Il va le voir à Station F demain. J'ai demandé à y aller. Oh, c'est beau. Pour le rencontrer. Tu me diras la semaine prochaine si tu as pu aller à Station F demain. Ouais, ça m'étonnerait quand même. On fait des voyages dans le temps dans cette émission, c'est fantastique. Moi, je voudrais faire un voyage côté Chine, parce que là aussi, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer d'un point de vue de régulation en Chine. On se souvient quand même que la Chine avait proclamé sa velléité d'être le champion mondial de l'intelligence artificielle, sauf que depuis le mois d'avril, on voit une série de lois qui est en train de se développer pour encadrer l'IA, notamment à Pékin. Je vous lis exactement notamment ce qu'un des nouveaux préceptes de l'intelligence artificielle va du coup demander aux entreprises qui peuvent la produire en Chine. Des contenus générés par l'intelligence artificielle doivent être notamment conformes aux valeurs fondamentales du socialisme. Des IA pro-parti communiste chinois, c'est possible, Stéphane ? Oui, mais ce seront utilisés qu'en Chine. Ça, c'est sûr qu'ils auront un peu d'écho à l'extérieur, à moins de tomber sur des fans du truc. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, c'est pas une IA. Si on la bride, c'est plus une IA. Donc, par définition, c'est quand on met une condition comme ça en amont de n'importe quel développement, déjà, ce sera plus la même salade, quelle que soit dans les réponses. Donc, c'est sûr que on peut avoir des journaux avec des sensibilités pouvant aimer le parti socialiste local ou n'importe quelle position, n'importe quel parti. Mais donc je pense que les utilisateurs finaux ne seront peut-être pas dupes et n'utiliseront pas ça. À part, bien sûr, en Chine, à moins que ça devienne obligatoire pour eux. Mais bon, je pense que... Pour revenir, si OpenAI était chinois, je ne sais pas si on en aurait autant parlé et si on en aurait, si on l'utiliserait comme nous on l'utilise aujourd'hui. Là, la Chine, c'est comme un sacré épouvantail dans notre planète. On n'a qu'à voir avec TikTok, dès qu'il y a des choses. Combien d'applications ont été menacées de ne pas d'être fermées ou qu'on ne les utilise pas? C'est la seule, à ma connaissance, à grande échelle. Oui, bon, il y a aussi, avant l'affaire TikTok, il y avait aussi les bras de fer entre Huawei sur la partie réseau et sur la partie justement infrastructure pour la 5G et le reste du monde. Huawei. Donc il y a toujours, et ça a tué Huawei. Pourtant, c'est le meilleur téléphone en photo. Ils sont quand même encore bien présents dans les réseaux. Sur la partie device, je suis d'accord avec toi, mais sur la partie réseau, ils sont quand même présents avec un certain nombre d'acteurs. Ça veut dire quoi sur la partie IA, Merav, que la Chine est en train de se tirer une balle dans le pied, trop contraindre justement ou réorienter la façon dont on va pouvoir utiliser ces IA, c'est freiner le développement des IA made in China? Je pense pas. Je vois ça comme une réglementation assez opportuniste finalement. Donc ça sert d'autres objectifs qui sont peut-être plus politiques. Et en définitive, quand on regarde le texte à la loupe, c'est pas une régulation si contraignante dans le développement de l'IA. Et on a toujours un écart un peu partout entre la réglementation et son application. Et ben, c'est ce qu'on va retenir de cette émission. On peut en effet faire du Krav Maga de la régulation entre son application et la façon justement de pouvoir y être compliant. Merci infiniment, Merav Grieger, d'être passé par le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours Stéphane Dibu pour ses commentaires d'actu. Et merci à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour commenter l'actu, mais dès demain pour d'autres aventures.